Chers lecteurs, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une histoire fort intéressante. J'ai été interviewée à Paris, un monsieur plus âgé qui m'a raconté une histoire passionnante, l'histoire de sa famille. Alors, il a écrit un livre qui s'intitule Les Alatini des années folles aux années noires, publié chez Ibacom. C'est une petite maison d'édition. Et cet homme, à la base, n'est pas écrivain, mais il s'est rendu compte qu'il avait envie de témoigner et surtout de raconter et de laisser peut-être un témoignage sur l'histoire de sa famille. Alors pour ça, il a été interviewé sa grande cousine, Tiziana Alatini, surnommée Titon. Et donc le livre se divise en deux parts parce que d'une part, il y a l'interview qui se déroule et il y a l'histoire de cet écrivain en herbe qui nous raconte comment il parvient à faire parler cette vieille cousine. Et puis il y a l'histoire des Alatini. Alors je vais d'abord parler de l'histoire des Alatini. Qui étaient les Alatini? Eh bien, les Alatini, c'était des gens qui étaient tout simplement passionnants parce que c'était des gens qui ont été très très engagés dans la vie culturelle de l'époque et qui ont fait énormément pour la vie artistique et culturelle de l'époque. Alors Eric Alatini, il est né à Salonique et très très vite il va émigrer en France et il va vivre à Marseille et il sera très très proche de son cousin Darius Milhaud. Darius Milhaud qui est quand même un compositeur de musique assez connu, il va jouer avec lui du violon. Pourquoi connu? Parce que Darius Milhaud, c'est lui qui fait partie du groupe des 6 musiciens, des 6 on dit plutôt, qui a été formé par Cocteau et qui ont énormément écrit et composé des morceaux de musique importants. Et donc Eric Alatini va très vite écrire un opéra qui s'intitule Les Saintes Maries de la Mer, que Darius va mettre en musique en 1911. Et en 1911, Eric Alatini va participer à la Première Guerre mondiale. Il le racontera dans un livre qu'il va lui-même écrire qui s'appelle Savoia, la guerre des cimes. Ça a été publié en 1917. Il va lui-même participer à la Première Guerre mondiale où il sera officier dans les Dolomites, mais il sera blessé. Et lorsqu'il bénéficie d'une permission, il va rencontrer à Paris une certaine Hélène Kahn, une femme qui est passionnée d'art, de littérature et avec laquelle il va avoir 4 enfants, dont Titon. Titiana, qui va nous raconter donc à travers ce livre l'histoire de sa famille. Alors, qui étaient Eric et Hélène Alatini? Eh bien, Eric et Hélène Alatini, qui disposaient d'une fortune assez importante, après la Première Guerre mondiale, ont commandé à l'architecte Robert Mallet-Steven une vaste habitation de 4 étages qui comportait même une salle de projection cinématographique. Et donc cette maison, qui aujourd'hui ne leur appartient plus, parce que eux ont été déportés à Auschwitz et que par la suite, je dirais les descendants n'étaient pas capables financièrement de garder la maison et aussi comme la rafle avait eu lieu dans la maison, je pense que quelque part ils n'avaient même plus envie de garder cette maison. Eh bien cette maison élevée au 3-5 rue Mallet-Stevens va devenir véritablement le lieu de rencontre d'artistes et écrivains et de personnalités importantes comme Anatole France, comme Luigi Pirandello, le célèbre dramaturge, comme Cocteau, mais encore comme Greta Wegener. Il faut savoir que Greta Wegener était une artiste très connue dont l'histoire personnelle a été adaptée au cinéma. Danish Girl, et en effet son mari est un des premiers qui s'est senti femme et qui donc s'est transformé à suite d'opérations jusqu'à en mourir en femme. Et donc Greta Wegener a habité dans cette maison parce que Eric et Hélène Alatini, je pense, étaient aussi les mécènes d'artistes et faisaient preuve finalement d'une véritable ouverture d'esprit parce que même si Gerda Wegener était une personnalité importante artistiquement parlant, les gens pouvaient la regarder de travers. Il suffit de voir le film de Danish Girl qui raconte justement son histoire. Et donc
Pour en revenir aux Alatini, c'était des gens qui étaient impliqués un peu partout, parce que Eric Alatini a même participé avec René Blum et Michel Fokine eh bien, au ballet de Monte Carlo. Il a dirigé des chorégraphies et des reprises des ballets de Serge Diaghilev. Donc c'était des gens qui ont mené une vie passionnante, qui ont été, je dirais, des mécènes pour beaucoup d'artistes, qui faisaient preuve d'une ouverture d'esprit incroyable et qui en plus ont été résistants et qui ont fini par être déportés à Auschwitz. Je pense que c'était le 13 octobre 1942. Ils ont été déportés en tant que résistants et non en tant que juifs, parce que même à l'époque, ils, je dirais, cachaient dans leur hôtel particulier où ils organisaient des fêtes monumentales, eh bien, ils ont caché également des clandestins. Et donc, tout ce beau monde s'est fait rafler un jour d'octobre en 1942. Et donc Titon, qui est la fille de ce couple, eh bien, et qui est la grande cousine de l'écrivain, eh bien, Alain de Vaucresson va la rencontrer. Et ce qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'on a véritablement deux histoires. On a d'une part l'histoire de cette famille illustre, et d'autre part, on a l'histoire de eh bien, de ce Alain de Vaucresson, qui n'est pas écrivain, qui rencontre sa vieille cousine et qui pense qu'il va écrire finalement un petit fascicule qui va raconter l'histoire de sa famille. Et puis petit à petit, il commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup plus à raconter, parce que finalement, lui, il voulait raconter la rafle et raconter aussi que ces gens-là ont fait énormément culturellement. Mais petit à petit, le fil d'Ariane va se dérouler et va sortir une tonne d'informations. Et ce qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'on assiste aux états d'âme de l'écrivain en herbe, je dirais, parce que cet homme, eh bien, tout simplement, il doit faire parler cette chère vieille cousine. Et il doit, quelque part, par moment, la pousser dans ses retranchements, parce que tout souvenir n'est pas toujours agréable à raconter. Et donc, il va lui faire raconter à la fois la rafle auquel elle a assisté. Elle était dans une pièce à côté, et donc elle a miraculeusement survécu à la rafle. Et il va lui faire raconter les années de guerre après, les années de comment ils ont dû survivre, les 4 enfants qui ont survécu à la guerre. Et ce qui est fantastique, c'est que cet homme raconte sa difficulté aussi de raconter cette histoire qui petit à petit devient de plus en plus grosse. Lui qui n'est pas écrivain, et il raconte merveilleusement bien. Il décrit aussi son personnage qui raconte l'histoire, donc Titon Alatini, une des dernières survivantes de cette famille. Eh bien, elle lui raconte, elle prend plaisir à leur rendez-vous presque quotidien. On a même l'impression que ça la maintient à vie. Et ces deux-là, eh bien, il y a d'une part la petite histoire, l'histoire de l'interview, et d'autre part la grande histoire de cette famille illustre. Et les deux s'imbriquent parfaitement. Je dirais même que ce serait magnifique de faire même un film sur cette histoire, parce qu'il y a beaucoup à raconter sur cette famille. Mais ce que j'ai aimé dans le jeu, c'est justement le jeu entre le passé et le futur, entre cette vieille dame dont les yeux ne cessent de briller quand elle est interviewée, et cette famille, on ne peut plus illustre, qui a fait des choses magnifiques et dont finalement qui a terminé très tragiquement. Je vous laisse découvrir ce livre. Je pense que c'est sur Internet que vous le trouverez peut-être moins facilement peut-être moins facilement, je dirais, en librairie. Je vous montre la pochette parce que comme ça, vous le trouverez peut-être plus facilement, et il s'intitule Les Latini, des années folles aux années noires, publié chez Ibacom. J'espère que j'aurai l'occasion d'interviewer ce monsieur à la rentrée sur Radio Judaïka. En attendant, je me fais un plaisir de vous le présenter avec ces quelques mots sur Instagram. Bonne semaine!